Et la question des transferts en santé, ça a justement occupé une grande place dans le bilan du Bloc québécois aujourd'hui, en cette fin de session parlementaire. Selon le chef Yves-François Blanchet, la session a été marquée justement par des affrontements Ottawa-Québec sur la santé, mais aussi sur le français et l'immigration, et par l'ingérence d'Ottawa dans des compétences du Québec. Alors, pour en discuter, je retrouve le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonsoir, M. Blanchet. Bien le bonsoir. On va commencer avec les transferts en santé. Bon, on vient d'entendre le premier ministre Trudeau qui persiste et signe. Il va y avoir une obligation de résultat de la part des provinces préalable aux transferts en santé. On sait que M. Trudeau rencontre le premier ministre Legault vendredi. Vous espérez quoi de cette rencontre? Vous vous attendez à quoi, en fait? En fait, je vais commencer par l'autre question parce que qu'est-ce qui fait croire à M. Trudeau que les systèmes de santé du Québec et des provinces n'ont pas déjà des obligations de résultat? Ces gens-là sont redevables devant leurs propres électeurs et devant leurs propres contribuables. Et là, Justin Trudeau arrive dans l'affaire et il dit « Moi, je suis meilleur, moi, je suis plus fin. » Mais il n'y a pas de système de santé fédéral. Ça n'existe pas. Donc, est-ce que c'est mieux de confier l'argent qui est dû et demandé par le Québec et les provinces au Québec et aux provinces qui opèrent déjà avec beaucoup de mal parce qu'ils sont gravement sous-financés à cause du déséquilibre fiscal dont M. Trudeau abuse, ou de créer un autre système de santé, un autre système de normes, un autre système de mesures? Ça va être long, ça va devoir être négocié. Et pendant ce temps-là, les gens attendent dans les urgences, les gens attendent leur chirurgie, les gens ont peur de l'influenza ou de la COVID. On a une crise, moi je trouve que c'est une crise nationale de santé mentale. Et M. Trudeau prend tout ce monde-là en otage, puis il dit non. Vous aurez l'argent si vous me donnez à moi votre juridiction aux petites provinces que vous êtes. Et j'imagine mal François Legault être celui qui va briser le front commun des provinces. Ça n'arrivera pas, j'en suis convaincu. Donc, il va réitérer des positions. J'espère seulement qu'il va le faire avec beaucoup de fermeté pour pas que M. Trudeau puisse de nouveau s'esquiver en disant « j'y ai parlé, puis on est main dans la main ». Ils ne sont pas main dans la main. Ouais. Et M. Trudeau a eu une invitation de toutes les provinces. Ça ressemble un peu à la proposition de sommet que j'avais faite à l'époque, d'aller le rencontrer. Il n'a pas le droit de refuser de rencontrer tous les premiers ministres des provinces sous peine d'être jugé gravement arrogant. Parce que, si Ottawa ne cède pas, parce qu'on vient d'entendre M. Trudeau qui reste vraiment sur ses positions, semble déterminé à imposer des conditions aux provinces, s'il y a d'autres provinces qui finissent par conclure des ententes, je dirais, à la pièce avec le gouvernement fédéral, justement sur les transferts en santé ou sur des sommes en santé, est-ce que vous pensez que Québec, finalement, n'aura pas le choix de céder? Je ne crois pas que Québec doive céder. Je pense que Québec, en soi, a la force nécessaire pour faire face. Et, vous savez, dans le Front commun, c'est tout le monde. Mais lorsqu'on est le gouvernement fédéral, la stratégie, elle est simple. Imaginons que le transfert en santé représente un montant X par personne. Bien, faire tomber le Front commun en travaillant le Manitoba ou l'île du Prince-Édouard coûte beaucoup moins cher que de faire tomber le Front commun en s'attaquant à l'Ontario ou au Québec, qui sont beaucoup plus populeuses. Tant que les deux provinces-là sont d'accord et solides, le fédéral reste dans une position un peu précaire. Mais bien sûr, ce qui est très, très fort présentement, et ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pariaient que ça allait briser, le Front commun des provinces se tient. Et le message du fait que ce n'est pas légitime, c'est à la limite triché de la part du fédéral que d'imposer des conditions dans un champ où il n'a pas la compétence en termes constitutionnels, puis il n'y a pas la compétence dans le sens qu'il ne connaît pas ça. Alors, on va suivre ce dossier-là. On va voir si ça va finir par débloquer finalement. Je veux vous entendre sur l'enjeu de l'immigration parce que vous avez réagi cette semaine à la déclaration de M. Trudeau qui a dit que le Québec pouvait recevoir jusqu'à 112 000 immigrants par année. La majorité des francophones, bon, évidemment, au Québec, on dit que c'est au Québec de décider de ces seuils. Quand on sait quand même que la province dépense pas tout l'argent qu'il lui envoie à Ottawa pour la francisation des immigrants, est-ce que vous pensez que le Québec maximise tous ses outils à sa disposition, tous ses pouvoirs en immigration? Ça, c'est une pirouette rhétorique d'Ottawa. Québec utilise l'argent qui est envoyé en francisation et en intégration. Ce n'est pas que la francisation, la somme qui est versée, d'une part. Outre ça, le piège, il est parfait. Un piège est parfait jusqu'à ce qu'on le définisse comme étant un piège. Le piège, c'est soit vous accueillez beaucoup plus de personnes que vous êtes capable d'en franciser ou d'en intégrer ou à qui vous êtes capable d'offrir un système de santé adéquat ou l'éducation adéquate ou les services de garde adéquats parce que ça coûte quelque chose. Alors, soit vous accueillez ce nombre-là et vous êtes incapable de les franciser et le français recule,
ou soit vous les accueillez pas, vous en accueillez moins, et votre poids à l'intérieur de la Fédération canadienne, il ratatine aussi. C'est une situation perdante pour le Québec. Et à ça, on ajoute aux 112 000 de la règle de 3 très intelligente de Justin Trudeau, qui ne tient pas compte qu'il y a 8 millions de parlants français en Amérique, puis qu'il y a 300 millions de parlants anglais, puis que l'intégration naturelle en anglais est beaucoup plus facile qu'en français, ça va de soi. Mais on ajoute, ajouter les 50 000 demandeurs d'asile au chemin Roxham, puis les 10 000 à peu près Mexicains, tous des gens qui sont légitimes dans leur demande, là, mais qui entrent sur le territoire, essentiellement au Québec, et qui s'ajoutent aux fameux 112 000. Il est impossible pour le Québec d'accueillir tout ce monde-là. Sur le maintien du poids démographique du Québec au Parlement canadien, parce que c'est une des vos motions qui a été adoptée cette session aux communes, si le Québec maintient justement ses seuils à 50 000 immigrants par année, est-ce que ça vous inquiète? Comment vous voyez évoluer ça dans l'avenir? Moi, je suis un peu à l'écart de ce qu'on a souvent vu dans le mouvement nationaliste ou souverainiste. Je n'ai pas peur du nombre d'immigrants. Qu'on en accueille autant qu'on est capable d'en intégrer. On a un devoir à ces gens-là. On n'est pas des méchants qui ne veulent pas les intégrer, là. On a un devoir à l'encontre de ces gens-là, de leur donner, premier outil d'intégration, la langue commune, même si à Montréal, c'est de moins en moins vrai et c'est un énorme problème. Après ça, reconnaissance des diplômes, régionalisation, intégration au milieu du travail. On a un devoir envers ces gens-là en santé, en éducation, en garderie. Il faut le faire comme il faut. Et pour l'instant, on n'a pas les outils de mesure et de vérification de l'efficacité de nos propres mesures d'intégration et on se fait dire par quelqu'un qui semble avoir tout intérêt à nous nuire qu'il faut pratiquement doubler ou tripler le total des gens qui entrent ou restent au Québec par la suite. C'est une juridiction qui se lie très, très directement à l'enjeu linguistique et l'enjeu linguistique ne devrait relever que de Québec. Ouais. On ne confie pas sa langue, son âme ou ses arts à une autre nation qui, plus souvent qu'autrement, travaille à l'encontre de l'intérêt du français au Québec. Le temps file. Sur l'ensemble de la session qui se termine, vous avez eu quand même des réalisations au Bloc. Je parlais il y a un instant de votre motion qui vise à maintenir le poids du Québec au Parlement canadien. Quel bilan vous faites de votre travail au Bloc, aux communes, au cours des dernières semaines, des derniers mois? Malgré le fait que lorsqu'on arrive en Chambre, et à quelques exceptions près, dont la loi qui va protéger les fonds de pension des travailleurs retraités, qui a été redéposée par les conservateurs, mais qui est un travail de nombreuses années de Marilyn Gill, députée de Manicouagan, on a des votes qu'on a gagnés, mais l'alliance entre le NPD et les libéraux fait moins paraître le fait qu'en travaux de comité, lorsque la confiance envers le gouvernement n'est pas en jeu, le Bloc a fait changer énormément de projets de loi. C11, qui devrait être adopté au début de l'année prochaine, a été profondément transformé par le Bloc québécois à la satisfaction, dans la plupart des cas, du milieu des arts et de la culture. On a beaucoup de travail qui se fait. Je pense qu'on relève beaucoup le standard et que sans la contribution et le rôle du Bloc québécois, les intérêts du Québec, la différence du Québec, la démographie du Québec, la langue du Québec ne seraient que peu ou pas du tout prises en compte dans le Parlement fédéral. On est une espèce de rempart qui protège le Québec, en attendant, bien sûr, parce que c'est notre proposition que le Québec réfléchisse de nouveau à son avenir politique au sens le plus large du terme. Je pense qu'on joue un rôle assez crucial et je suis très, très fier du travail de notre équipe. Alors, on va continuer de vous suivre au Bloc à la reprise des travaux en janvier. Yves-François Blanchette, merci et j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Je vous en souhaite autant, au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.